Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on vous a pas parlé et ça fait du bien de vous retrouver, vraiment. En plus, le sujet de ce podcast est absolument incroyable. On est vraiment trop contente avec mon invité de vous en parler. Et justement, mon invité aujourd'hui, c'est cette chère Julie. Comment ça va, mon petit toutoune ? Hey, salut Vanessa. Tant de joie. Tu es heureuse d'être là ? Mais je suis toujours heureuse de te retrouver et de vous retrouver tous. Voilà. Mais oui, ils nous ont manqué, hein. Ça fait un petit moment quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Tout va bien ? Bah écoute, oui, tout va bien. Juste avant ce podcast, j'étais en train d'étudier une tortue qui s'appelle Elusor macrurus. Et je ne sais pas si vous savez, mais cette tortue, qui vient d'Australie, est la seule tortue du monde à respirer par l'anus. Et voilà, je l'ai placée. C'est pas vrai, normalement c'est en fin de podcast, tu n'as même pas attendu 2 minutes pour nous sortir le mot anus, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Excusez-moi, j'étais obligée, hein. Et voilà, maintenant je vais être obligée de mettre une photo sur le compte Instagram du podcast. Bon, bah vous aurez la tortue, comment elle s'appelle ? Elusor macrurus, et en plus vous verrez, elle est très mignonne parce qu'en fait elle a une crête d'algues sur la tête. C'est trop mignon en fait, voilà. Très bien, c'est un Pokémon, parfait. Bon, bah merci pour cette anecdote. Les gens vont encore croire qu'on va parler d'anus pendant tout le podcast. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est super intéressant. Bon, sinon, autre chose que tu peux nous raconter d'hyper intéressant, à part le sujet du podcast, c'est que il y a eu un voyage extraordinaire qui est parti, le premier cette année. Alors, il y avait eu Prague il y a quelques mois, et là, pour 2023, on a eu un voyage extraordinaire à Édimbourg. Et tu as eu la chance d'accompagner toutes les belles personnes qui constituaient le groupe. Il y avait une 20aine de participants. Ouais. Comment c'était, Édimbourg ? C'était, il n'y a pas de mots en fait. C'était génialissime, merveilleux, wonderful. C'était, je crois, tout ce que tu voulais, avec bien entendu plein de belles personnes, aussi bien dans les participants que dans mon coéquipier William. Oui, yes. Et franchement, on a vécu, je crois, des moments forts, intenses, une belle cohésion de groupe, encore une fois. On a visité des lieux extraordinaires, le cimetière, le château, voilà. Et puis le pompon de la pomponnette, ce ghost hunt dans les woods. Et oui. Alors il faut savoir que ce circuit s'appelait, parce que je pense qu'on peut en parler au présent parce que c'est un circuit qui va être récurrent. Alors attention, il va pas être tous les mois, mais il va être au moins tous les ans. Et il s'appelle les fantômes d'Édimbourg. Et l'idée, c'est en effet d'emmener les gens à Édimbourg pendant 4 jours et de leur faire découvrir déjà cette ville incroyable qui est ma ville favorite en Europe, qui est absolument complète à mes yeux en termes d'histoire, d'architecture, de puissance d'énergie, de légendes urbaines et fantomatiques. On est en Écosse, donc les gens jouent clairement le jeu. Le fantôme est une figure très très importante à Édimbourg et en Écosse. Et du coup, pour les férus de paranormal et d'histoire, c'est un lieu fascinant. Et moi, j'y suis allée 2-3 fois dans ma vie. Toi et moi, on y était déjà allés il y a quelques années. C'était déjà formidable. Ouais. On va y retourner, évidemment. Mais oui, du coup, ça me tenait à cœur de faire découvrir cette ville. Et je crois que les gens ont été plutôt réceptifs à ce que j'ai entendu. Donc, c'est bien. Et moi, je suis très contente que ce soit toi et oui, surnommé désormais Yes, qui ont encadré le séjour. La photo vôtre, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Yes. Voilà, c'est une petite private joke entre nous, 20 participants, et les fantômes des Vauts. Donc voilà, ça c'était super. Donc moi je n'ai pas pu aller sur ce séjour, donc il y avait un petit brin de jalousie à distance, mais en même temps beaucoup de joie de voir tous ces gens heureux de vivre une expérience hors du commun dans une de mes villes préférées. Donc voilà, merci ma Julie de
de t'être occupé de tous ces gens et d'avoir fait en sorte qu'ils soient heureux parce que bah, ils ont été heureux. Mais merci à toi parce que, encore une fois, c'est aussi grâce à toi qu'on peut vivre des expériences si extraordinaires parce que c'est difficile de retransmettre ça, mais j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent en fait que au-delà des ghost hunts qu'on peut faire dans des lieux incroyables et dans lesquels on n'irait jamais sans toi, je repense à Ouska, à Prague, au Bots, à Édimbourg, il y a vraiment ce phénomène de cohésion de groupe où on se retrouve tous autour d'une même passion, de mêmes interrogations, d'anecdotes autour de choses qui nous interpellent et qu'on comprend pas forcément. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait la richesse et la beauté de ce voyage. Au-delà des visites, au-delà du ghost hunt, c'est vraiment ces échanges qu'on peut avoir entre nous, ces moments voilà de passion et ces moments où on parle de tout ce qui nous anime et ce qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on comprend pas encore très très bien. C'est gentil déjà de mettre ça en avant et c'est vrai que moi depuis 2014 où j'ai commencé les événements Ghost Hunt, ça a été un intérêt très très fort pour moi parce que moi quand j'ai commencé dans le paranormal, je me suis tellement sentie seule. Même si, tu vois, tout le monde est toujours féru d'une petite histoire de fantôme, jamais personne n'était au point de ma passion, en fait. Et c'était important pour moi de permettre aux gens de pouvoir se rassembler dans un endroit safe, où personne n'allait les juger, où ils allaient pouvoir, du coup, aller à l'encontre de tous ces phénomènes, entourés de spécialistes qui a un encadrement, tu vois, sécuritaire et aussi avec un certain professionnalisme pour apporter des faits, des techniques, des méthodes, tout ça. Et surtout que les gens puissent se retrouver. Et moi, je le vois depuis, ça fait 9 ans, ça va faire presque 10 ans. Ça crée un truc, en fait. Ça, comme tu le dis, ça crée un effet de groupe, une effusion très importante. Et on a vu des amis, des gens du coup devenir très amis, des couples se créer. Enfin, il y a un truc très fort qui se crée et du coup ça se ressent aussi sur les séjours parce que sur les séjours, ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas le temps d'une soirée, c'est le temps de quelques jours et forcément des liens forts tu en crées. Et forcément, moi, tu t'imagines bien que c'est ma plus grande richesse. Moi, j'ai pas besoin de gagner des millions avec tout ça. Moi, ma plus grande richesse, c'est quand tout ça se passe, en fait, comme je voudrais que ça se passe. C'est-à-dire que des gens qui se sentent bien, qui peuvent enfin parler et qui vivent ce qu'ils avaient envie de vivre jusque maintenant et qui n'y arrivaient pas, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est génial. Donc c'est top si c'est bien ressenti. Écoute, tout est parfaitement réussi et on vit vraiment des moments extraordinaires. Et voilà, merci. Eh ben merci à toi. Et d'ailleurs, toi et moi, on va se retrouver prochainement sur un Ghost Hunt. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne l'avez toujours pas fait. On est très sympa, je crois. Et les événements. Julie va vous parler d'anus toute la soirée, donc venez. On fera de la teubomancie. Oh my god, non. Il faut écouter le précédent podcast, évidemment, pour comprendre cette C'est bien parce qu'à chaque fois, ça renvoie sur les podcasts. Pareil, sur l'anus, il y a une histoire sur les premiers podcasts. Allez-y, réécoutez tout. Vous allez tout comprendre. Bon, en tout cas, pour de vrai, venez nous rejoindre. C'est vraiment cool. Il y a une super ambiance. Déjà entre nous, l'équipe avec River James, William, parce que William fait aussi partie de l'équipe des Ghost Hunt. Julie, on est vraiment au top. Enfin, on est au top. C'est pas pour se la péter. On est au top du point de vue de l'ambiance. En fait, ça se passe vraiment bien. Puis avec les gens, c'est mortel. Donc voilà. On va parler d'autre chose. On va parler d'un sujet très très intéressant. Et ce sujet, en fait, découle d'un livre que tu m'as offert à Noël, que je n'avais pas pressenti comme aussi important. Parce que je l'ai lu un petit peu plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie après Noël. Je l'ai lu il y a seulement 1 mois. Et je suis depuis bouleversée. Et toi, tu m'avais dit, à l'époque, quand tu me l'as offert, tu m'avais dit, j'ai lu ce livre, il a changé ma vision des choses. Alors déjà, je me suis dit, waouh, Julie change sa vision des choses, il faut y aller. Ok, je prendrai le temps de le lire, je l'ai fait. Et j'étais tellement subjuguée par ce que j'ai lu. Je t'en ai parlé, je t'ai dit, faut qu'on fasse un podcast. Faut qu'on parle de tout ça. Et alors, du coup, est-ce que tu veux bien parler de ce livre ? Qu'est-ce que tu m'as offert ? Je t'ai offert un livre qui s'appelle Phénomène et si notre réalité était un rêve, qui est un livre de 2 auteurs, de Laurent Kasprowitz et Romuald Le Terrier. Et alors, je ne sais même pas comment ce livre a atterri entre mes mains parce qu'en fait, je l'ai acheté, je crois, juste après sa sortie. Et comment dire ?
Romuald Le Terrier, que je connais parce que je l'ai déjà rencontré, fait partie de l'INRES, et c'est vrai que je sais pas comment dire ça, mais voilà, j'ai une certaine méfiance parce que dans l'INRES, il y a aussi pas mal de croyances New Age, etc., qui font pas partie de mon champ de croyances à moi et de mon prisme. Et du coup, c'est pas forcément un auteur vers lequel je me serais dirigée, en fait. Et pour l'avoir rencontré, on en parlera un peu plus tard, mais doublement, c'est pas un auteur vers lequel je me serais dirigée de prime abord. J'ai aucune idée, ne me demande pas pourquoi. Ce livre s'est retrouvé donc dans mon caddie. Voilà, la couverture. Il est tombé dans ton caddie. Je ne sais pas. Je l'ai lu et je l'ai littéralement dévoré. Tu m'en as parlé, tu m'as fait une remarque quand tu l'as lu. Tu m'as dit que effectivement, le livre était structuré de manière un peu fourre-tout, avec sans lien vraiment probant entre les différents chapitres. Et c'est vrai que tu as raison. Avec le recul, je me suis dit oui, c'est vrai qu'elle a raison. Et au final, moi, j'ai trouvé ça finalement très bien parce que ça m'a laissé moi-même faire ma propre imbrication, tu vois, et faire mon propre lien, en fait, sans me sentir dirigée vers quelque chose de précis. Et donc, effectivement, ce livre a changé certaines choses et certaines visions que j'avais. Et je me suis dit, mais what the fuck? Et je l'ai fini, effectivement, je crois, début décembre, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, il faut que j'offre ce livre à Vanessa. J'ai besoin qu'on en discute. Alors, première question. Pourquoi tu me l'as offert justement à moi? Parce que je savais que les sujets qui étaient présents dans ce livre, on aurait des conversations hyper intéressantes, toi et moi. Il y avait notamment une partie UFO. Donc, oui. Voilà. Et je savais que par rapport, toi, à tes champs de connaissances, tes expériences, ça allait faire quelque chose. Voilà. Tout à fait. Et ça a fait quelque chose, je te confirme. En fait, t'as eu l'œil là-dessus parce que, pour aller très vite, déjà sur moi, mon ressenti quand je l'ai lu, alors, outre le fait que ça m'a subjugué, tout ça, moi, en fait, si vous me suivez depuis quelques années, si vous regardez mes vidéos, tout ça, ou même si vous écoutez ce podcast, moi, depuis le moment où j'ai commencé il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolution dans ma façon de percevoir, en fait, ces phénomènes paranormaux. Je m'intéresse à quelque chose depuis quelques années sur lequel je n'arrive pas à mettre de nom. C'est-à-dire que souvent j'explique quelle est ma vision, tout ça, machin. Je prends beaucoup de temps à expliquer, mais je ne lui ai pas trouvé de nom. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, déjà, en fait, c'est un livre qui est construit un petit peu comme les livres de Camille Flammarion. Il y a beaucoup de faits et de témoignages. Donc ça, c'est intéressant déjà. Et après, ils viennent en effet pour apporter des précisions, machin. Quand j'ai lu les témoignages dans plusieurs types de domaines, j'étais subjuguée parce que c'est des choses que j'ai vécues. Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup de choses dans le paranormal, toi aussi. Après, moi, je parle de phénomènes vraiment vécus hors enquête, hein, vraiment les choses qu'on vit chez soi. Et j'étais subjuguée de voir des similarités au niveau des phénomènes. J'en avais déjà entendu, mais pas autant, en fait. Et là, déjà, au bout de 10 pages, je vois un phénomène qui ressemble exactement à un truc que j'ai vécu. Je fais « what the fuck ?» Et au fur et à mesure du livre, en fait, je vois qu'ils mettent des noms sur ces phénomènes. Et j'ai enfin... En fait, c'est ça, en fait, qui m'a fait plaisir. C'est-à-dire que leur vision à eux ressemble un petit peu à celle que j'ai aujourd'hui. Et ils ont mis des noms sur ça. Et du coup, ça m'a rassurée, ça m'a confortée dans cette idée, parce que du coup, bah, évidemment, pour moi, ça va devenir une Bible. Même si c'est un fourre-tout et que ça va dans tous les sens et qu'en effet, ça te permet de te faire ton propre avis, ça devient un de mes livres préférés, c'est sûr et certain. Alors, avant qu'on aille plus loin, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est qu'évidemment, on va beaucoup en parler, on va en quelque sorte spoiler. Je sais pas si on peut spoiler un livre vu que c'est pas une fiction, mais on va beaucoup parler de ce livre, on va même lire des petits passages très courts, vous inquiétez pas, mais il y a plus de 300 pages sur ce livre, donc clairement on va pas parler, on va aborder seulement 5% du livre. On vous invite vraiment à lâcher. On le mettra sur Instagram. Je pense que Julie, tu fais la même recommandation. C'est vraiment un livre qu'il faut lire, absolument. Complètement. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des auteurs? Parce que moi, personnellement, je les connaissais pas. Alors, je vais en dire un peu plus sur Romuald Le Terrier, que du coup je connais, qui est ethnobotaniste. Donc il mélange effectivement l'étude des plantes et l'étude au sens large du vivant, quoi, on va dire, et de la façon de vivre
des gens, et ce depuis la nuit des temps. C'est donc un auteur, un conférencier, il est pluridisciplinaire et surtout, il est expert sur le chamanisme en Amazonie. Donc, quand on dit il est expert sur le chamanisme en Amazonie, je le précise parce qu'en fait, encore une fois, on pourrait penser à des fois, parfois, des dérives New Age. Donc, je veux vraiment préciser que il a vécu en Amazonie, il n'a pas fait 3 séjours. C'est une vie, ça représente une vie pour lui. Je crois qu'il a bu plus d'ayahuasca que moi de Coca Zero depuis 40 ans. Oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le gars, c'est pas juste un mec qui s'est déclaré spécialiste du chamanisme parce qu'il a lu 3 bouquins et qu'il a été dans un truc en Amazonie attrape touriste pour boire un coup d'ayahuasca, quoi. Voilà. Ouais. Je précise parce que c'est vraiment important. Et pourquoi je le précise? Parce qu'aussi dans ce livre et dans tous ceux qu'il a écrits, parce que du coup, ce livre fait que j'en ai acheté d'autres qui m'ont à nouveau what the fuckisé. Donc voilà. Et le chamanisme, c'est vraiment le fond de sa toile à penser, on va dire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il s'interroge, il se pose beaucoup de questions et il essaye de tout relier ensemble. Voilà. Il est aussi connu, Romuald, parce que il est spécialiste du remote viewing et de la rétrocausalité, c'est-à-dire que il est spécialiste de comment on pourrait dire, il a un livre qui s'intitule Se souvenir du futur. Voilà, ça vous brosse le détail, enfin le tableau. Ouais. En gros, il fait des ateliers sur donc le remote viewing, c'est-à-dire qu'on est dans le présent et on apprend à se souvenir de ce qui va se passer dans le futur et on apprend en fait à diriger son présent pour nous amener dans le futur qu'on veut. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, pour être tout à fait clair, Romuald, lorsque je travaillais au château de Fougeray, nous l'avions invité sur un événement que nous avions fait au mois de décembre à Noël avec l'INRES. Et nous avions invité donc 2 personnes, Romuald et une autre. Et il était venu faire un atelier justement sur le remote viewing dans le petit salon là, et dans le salon gothique. Et pardon Romuald si vous m'écoutez, mais vous aviez été très antipathique. Et du coup, voilà, ça avait été un moment pas très joyeux, on va dire. On n'avait pas l'impression que ça lui faisait hyper plaisir d'être là. Donc ça avait été un peu compliqué. Et voilà, ce aussi pourquoi je connais Romuald donc depuis quelques temps. Je sais qui c'est, mais ça m'avait pas forcément donné envie d'approfondir. Au final, peut-être que c'était pas le bon jour, comme ça nous arrive aussi à tous. Exactement. Et ce livre est vraiment trop badass, et tous ces autres bouquins sont vraiment trop badass pour pas qu'on en parle. Laurent Kasprowitz, lui, c'est un professeur de sociologie en fait, tout simplement, et c'est le premier Français et le seul à l'heure d'aujourd'hui à s'être intéressé à un des phénomènes dont on discute dans ce livre, qui sont les messages de l'au-delà ou les phone calls from the dead, comme on appelle ça en anglais, et qui est juste ce livre m'a conquis rien que par ça déjà. Ouais. Et ce sujet est tellement fascinant en fait, voilà. Je suis d'accord. En plus, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça va parler du paranormal, mais dans sa globalité. Ça va pas être juste... Oh, t'as entendu? Ouais, c'était quoi? Je sais pas. Bah alors? Alors, il faut savoir, là, je suis en train d'enregistrer dans des conditions incroyables, qu'il y a un énorme orage face à mes yeux. Je suis face à la fenêtre. Donc déjà ça, mais là, il y a un truc qui est tombé dans ma maison et je vois pas ce que c'est. Très bien. C'est pas grave. Très bien, on va continuer. En fait, le truc à savoir avec ce livre, c'est que le sujet abordé, ça va être le paranormal, mais dans sa globalité. Il va pas juste parler des hantises, des fantômes, des dames blanches, tout ça. Il parle vraiment de tous les phénomènes. Et c'est ça qui va le rendre intéressant. Et on comprend au fur et à mesure qu'on le lit pourquoi il apporte tous ces sujets. Mais c'est bien parce que souvent, en fait, quand on va aller à la Fnac au rayon ésotérisme, on le voit de toute façon, ils
ils rangent les livres par étiquette, les hantises, la magie, tu vois, les trucs comme ça. Et souvent, quand tu veux lire un livre, il y a très très peu de livres en fait qui recensent tous les phénomènes. Et là, enfin, ils ont réussi à en faire un qui est en plus hyper intéressant, où ils trouvent un lien à tout ça. Si je meurs électrotée, sachez-le, ça peut arriver à tout moment, je vois les éclairs éclater, la foudre tomber, là, c'est un truc de fou, ce podcast. J'ai jamais vécu ça. Mais donc voilà, ce livre, de toute façon, est fascinant. Alors, je vais vous lire justement la 4e de couverture, pour que vous compreniez un petit peu ce qui vous attend dans ce podcast, et avec ce livre aussi. Poltergeist, EMI, OVNI, contact avec les défunts ou rencontre du 3e type, les phénomènes spontanés ont tous des caractéristiques semblables. Ils défient les lois de la nature et se jouent des témoins et des chercheurs. Mais d'où proviennent ces manifestations ? Auraient-elles, comme le proposent les auteurs de ce livre, une source commune ? Issue des réflexions d'un collectif de chercheurs pluridisciplinaires international, ufologues, ethnologues, sociologues, psychologues et philosophes, cet ouvrage dresse le constat suivant. Derrière la matérialité des phénomènes paranormaux et ovnis, il existe également une dimension archétypale et symbolique. Un point de vue qui permet d'envisager la réalité de ce que les anciens nommaient monde invisible ou âme du monde qui interagit avec nous. Un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au réel et à l'univers. Vous êtes prévenus. Alors comme je vous disais, c'est un livre qui va reprendre tous les sous-domaines du para pour leur trouver un lien commun. L'approche, comme vous l'avez compris, par rapport à ce qu'on dit avec Julie, elle est différente, elle est étonnante, elle est même vertigineuse. Parce que clairement, si vous n'êtes pas à fond dans le para et que vous aimez juste les histoires du paranormal, en lisant ce livre, faites attention, parce que ça peut peut-être vous apporter une autre vision assez brutale de ce que vous envisagez de la réalité. Et moi, du coup, comme je suis dedans depuis quelques années, ça m'a pas choqué, mais je peux comprendre que quelqu'un qui n'a jamais envisagé ces possibilités puisse être un petit peu déstabilisé. Il y a un terme qui va beaucoup ressortir dans ce livre et qui ressort, je crois, dès la page 1, c'est le trickster. Alors, toi, je sais pas, Julie, mais moi, je n'avais jamais entendu ce terme de ma vie avant. Je connaissais un petit peu, mais, alors ça va peut-être vous faire sourire, par les mangas. Oui, en effet, parce que en fait, la traduction littérale, c'est farceur fripon. C'est ça. Et du coup, c'est un terme qu'on pourrait retrouver ailleurs. Alors, vous me direz, mais pourquoi ce terme est utilisé ? En effet, c'est ce que je me suis demandé aussi, d'autant plus que c'est là où le livre peut paraître un peu fourre-tout, c'est-à-dire que ils vont utiliser des termes parfois assez techniques, sans expliquer pourquoi ils les utilisent. Ils vont partir sur des faits, des histoires, machin, et il faut lire plusieurs pages avant de comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Parfois même, il faut lire plusieurs chapitres. Donc moi, il y a parfois où j'étais vraiment perdue en lisant. Je lisais, c'était hyper intéressant, mais j'ai dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir ? Et on comprend. Au fur et à mesure, on comprend. En fait, c'est hyper bien amené. La définition du trickster, c'est un personnage mythique présent dans plusieurs cultures. Son apparence est différente selon les cultures. Dans un pays, ça va être un gnome, dans un autre, ça va être un coyote, ou ça peut être encore Loki pour les Nordiques. Carl Jung, en fait, a beaucoup étudié le trickster, et d'ailleurs, il a écrit un livre en 1956 qui s'appelle « Le fripon divin ». Ils disent en fait que la figure du fripon, elle est représentée par des contre-tendances inconscientes, et le fripon, en fait, il apparaît à chaque fois que l'homme se sent à la merci d'incidents malveillants. Je vais vous lire un passage, et après, je vais vous raconter une histoire personnelle. Alors, voilà un extrait qui se trouve à environ 10 pages du livre. C'est un témoignage d'un des auteurs. Je conduisais sur l'A31 entre Nancy et Metz. Mes paupières se faisaient lourdes depuis quelques kilomètres et j'avais fini par m'assoupir au volant à hauteur de Metz. J'ai alors fait un rêve très court durant lequel j'ai vu un personnage ressemblant au personnage du Joker des cartes à jouer ou du Fou du Roi, si vous préférez. Plutôt petit, il est sorti de derrière un grand rideau rouge sur une scène de théâtre. Il m'a d'abord regardé tranquillement, en prenant son temps. Il a même fait sonner les grelots de son bonnet. Puis subitement, il m'a montré avec ses mains qu'il fallait que je change de direction et que je braque à droite. J'ai alors réagi, ouvert les yeux et braqué à droite, non sans mal. J'allais effectivement heurter la barrière de sécurité centrale de l'autoroute. Sans son intervention, j'ai eu un accident dont je ne peux que soupçonner la gravité. On lit ça, hors de son contexte, on se dit « Ok, intéressant ». Moi, j'ai vécu une histoire il y a 20 ans, qui est à peu près similaire, et quand je vous dis qu'au bout de 10 pages, j'ai compris que ce livre allait être important, je vais vous raconter l'histoire. Il y a une vingtaine d'années, je me séparais de quelqu'un avec qui j'étais restée quelques années. On vivait ensemble et tout, c'était une histoire sérieuse. Et cette personne, en fait, quand je l'ai quittée, a vraiment
pété un câble, littéralement. C'est-à-dire que ça l'a rendu fou. Vraiment, je n'abuse pas. Et cette personne a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire et elle était devenue dangereuse. Donc moi, j'étais vite partie de l'endroit où je vivais avec lui et j'avais brouillé mon adresse parce que, voilà, il était vraiment potentiellement dangereux. Une nuit, je dors dans ma chambre et je fais un rêve où je vois... Alors, du coup, comme c'était un rêve vraiment saugrenu, je me souviens juste qu'il y avait beaucoup de couleurs et que c'était en extérieur. Dans une sorte de pré, il y avait des gens, je sais pas, il y avait des choses, mais je sais pas ce que c'est. Un rêve, quoi. Et d'un coup, en fait, je vois un visage. Un visage qui... Ça va être très très dur à expliquer, mais qui passe devant le rêve. C'est comme si, en fait, si vous préférez, le rêve était projeté sur une toile, que moi je suis spectateur, et que d'un coup, il y a un gros visage qui passe devant cette toile pour me regarder. Ce visage, à chaque fois que j'essaye de le décrire, et c'est dit dans le livre en fait, c'est décrit de la même manière, alors je suis pas allée assez loin mais vous le verrez, il y a une sorte de neutralité, c'est-à-dire qu'il est impossible de dire si la personne que vous êtes en train de voir est féminine, masculine, en fait il n'y a pas de genre, elle est non-genrée, clairement. Impossible de donner une couleur de cheveux, c'est très bizarre. Mais pourtant il y a des traits, mais voilà. Et ce visage est vraiment devant moi. Il me regarde, il regarde derrière moi, il me re-regarde, je vois dans ses yeux qu'il y a une énorme inquiétude et me dit « Vite, retourne-toi ». Je me réveille en sursaut. Mon ex est au-dessus de moi. Je sais pas ce qu'il allait faire, mais il est au-dessus de moi. Donc il était rentré chez moi, tout ça. Quand je l'ai vu, évidemment, j'ai hurlé parce que je sais pas si vous imaginez la panique. Il a été pris de court, il a eu peur, il a tout pété dans mon appart, il s'est barré. Je vais arrêter l'histoire ici, ok ? C'est juste vraiment pour appuyer sur ce rêve, qui n'en était pas un, et surtout l'intervention de ce que maintenant je vais appeler un trickster, je n'ai jamais su ce que c'était jusque maintenant, et qui m'a, je pense, sauvé la vie, parce que je pense que les intentions de mon ex n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc c'est une histoire assez fascinante. Alors, je vais déjà te laisser là-dessus, Julie, qu'est-ce que tu en penses ? Purée, faut trouver les bons mots derrière ça. Ah, désolée, alors c'était pas... Alors, faut pas prendre... Alors, l'histoire dans son essence, hein, c'est vraiment beaucoup plus pour le phénomène. Ouais. Par rapport au phénomène, est-ce que tu penses que ça ressemble justement à l'extrait que j'ai lu dans le Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai déjà vécu des choses un peu similaires. Alors, pas, mais de me faire réveiller comme ça, effectivement, en entendant quelqu'un dans mon rêve qui me disait « Dépêche-toi, il faut te réveiller ». Effectivement, ça m'est arrivé. Alors pour d'autres raisons, mais oui, j'ai vécu exactement la même chose. Donc je suis fascinée déjà rien que par rapport à ça. Wow. Et en plus les paroles, c'était ça, c'était vraiment. Alors moi, c'était alors ne me demandez pas pourquoi, mais dans mon rêve, c'était une femme de ménage. Déguisée habillée en femme de ménage vraiment d'une époque, costume noir, petit tablier blanc, petit chapeau, tu vois, blanc sur la tête et tout. Et je me rappelle très bien, dans mon rêve, elle me dit « Il faut que tu te réveilles, dépêche-toi, réveille-toi ». Alors, pas aussi, entre guillemets, dramatique que toi, mais effectivement, je me suis réveillée et en fait, j'ai empêché un chat errant qui était rentré par la petite fenêtre de manger mes cochons d'Inde. Bon, alors, tu vois, même si ça reste quand même dramatique, je suis désolée parce que c'était tes animaux et bien voilà, sûr. Bien évidemment, c'est horrible. Mais ça appuie quand même le fait que c'est ce qu'ils disent en fait, le trickster, on va y revenir après, quand il intervient comme ça, c'est dans la petite définition que donnait Carl Jung, il apparaît à chaque fois que l'homme se sent à la merci d'incidents malveillants. C'est fou quand même. Alors, il y a un autre terme qui va beaucoup revenir dans le livre, c'est manifestation archétypale. Alors, il faut savoir qu'un archétype, selon Jung, c'est une structure universelle issue de l'inconscient collectif qui apparaît dans les mythes, les contes ou toute production imaginaire de sujets sains. Alors, par exemple, un archétype, ça peut être moi, ça peut être l'animal animus, ça peut être l'ombre, l'âme, mais ça peut aussi être Dieu. Ça dépend des personnes, en fait. Le trickster, à la base, c'est un farceur, c'est un fripon. Il joue des tours et quand il intervient dans la vie des gens, c'est pas forcément pour de bonnes raisons. Alors, c'est pas non plus quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un de farceur. Voilà, il fait des petites blagues, tout ça. Par contre, en effet, il est là aussi, quand on se retrouve dans des situations de danger, il est là pour nous guider. Donc il a vraiment deux façons d'intervenir. Alors vous me direz, ok, bon, on a compris là par rapport aux exemples qu'on a donnés, quel pourrait être le lien dans le paranormal, mais quel pourrait être le lien de façon globale dans le paranormal ?
Ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont très vite dériver justement par rapport aux tricksters et aux différents sous-domaines du paranormal. Et l'un des premiers qu'ils vont aborder, c'est le poltergeist. Et en effet, quand tu réfléchis un petit peu, parce qu'on l'a beaucoup étudié le poltergeist, moi c'est un des sous-domaines du paranormal qui me fascine le plus. Quand tu vois en effet ce qu'est un trickster et quand tu vois le poltergeist, tu fais bah oui, bah oui, en fait, le poltergeist est un trickster complètement. Alors là, je vais vous lire un deuxième passage pour que vous compreniez où on veut en venir. Hop. Alors ce passage s'appelle Le mur qui parle. Nous sommes en 1973 dans la commune de la Machine dans la Nièvre, un village au nom presque aussi étrange que tout ce qui s'y est déroulé. Un soir, un jeune garçon de 13 ans entend des coups frapper contre le mur de sa chambre. Puis c'est toute sa famille qui les entend. Et enfin, les gendarmes constatent eux-mêmes les faits. Les bruits se font entendre tous les soirs vers 19h-20h, dès que l'enfant se couche, et ils durent environ 10 minutes. Les coups contre le mur sont même enregistrés sur le dictaphone des gendarmes présents sur place et ils sont médusés. Après avoir vérifié que les coups ne peuvent venir d'une autre pièce ou des voisins, ils tentent d'entrer en contact avec le phénomène. Un coup pour oui, deux coups pour non. Ce sera le code instauré entre les phénomènes et les gendarmes. Pour le tester, l'adjudant demande combien il y a de balles dans le chargeur de son pistolet. La réponse donnée est exacte. Combien y a-t-il d'agents dans la gendarmerie? Le mur répond 7. L'adjudant est soulagé. Il voit enfin une erreur puisqu'ils ne sont que 5 à la brigade. Enfin, croit-il à ce moment-là. Parce qu'en fait, il l'apprendra plus tard, il y a eu 2 renforts arrivés le matin même. Et en fait, le témoignage, il va durer comme ça en évoquant plusieurs faits. Et en fait, ce qu'on comprend avec cette histoire, c'est que, évidemment, comme tous les poltergeists, c'est lié à une personne, mais que c'était surtout une sorte de mimétisme par rapport à l'enfant et par rapport aux réponses. Comme tous les poltergeists, ce phénomène est temporaire, il va finir par s'arrêter. Et j'ai envie de vous dire, si on réfléchit un petit peu, c'est comme tout phénomène tout court dans le paranormal, pas que le poltergeist, ce sont des phénomènes temporaires qui sont très forts, auxquels on va attribuer un nom. Alors, comme on le disait juste avant, cette manifestation archétypale qu'on va appeler ombre, dieu, machin, certains vont l'appeler fantôme, certains vont l'appeler poltergeist, certains vont l'appeler démon. Mais en fait, à chaque fois, on se rend compte déjà, au bout de quelques pages, qu'il y a un lien qui est hyper intéressant. Alors, il y a aussi les synchronicités qui vont être abordées. Elles vont vite arriver au niveau des chapitres. Alors, une synchronicité, ça correspond pour un individu à la coïncidence d'événements psychiques d'un côté et la survenue d'événements dans sa vie concrète. Pour Carl Jung, une nouvelle fois, puisque vous l'avez compris, il avait fait énormément de recherches là-dessus, les synchronicités sont la conséquence d'une manifestation archétypale, et du coup, dans cet exemple précis, le poltergeist est un trickster en synchronicité avec le psyché d'un ado. Et justement, ce qu'on va retrouver tout au long du livre, c'est que ces synchronicités qui sont aussi hyper importantes, elles vont se retrouver dans tous les témoignages des gens qui ont vécu des phénomènes paranormaux, que ce soit fantômes, ufologie, crypto. À chaque fois, il y a une synchronicité absolument bluffante. Mais du coup, la question qu'on va vite se poser, c'est ok, mais est-ce que du coup, tous les phénomènes paranormaux sont des tricksters ou est-ce que c'est autre chose? Et du coup, c'est toi, ma chère Julie, qui va intervenir maintenant, puisque il y a un chapitre ensuite qui est hyper fascinant et qui va aborder les téléphones. Alors, au-delà même du téléphone, c'est vraiment les coups de fil de l'au-delà, on va dire. Téléphone, mais c'est aussi mail, WhatsApp. Je sais que ça peut prêter à sourire comme ça. Alors moi, ce chapitre-là m'a absolument fascinée. Je ne sais pas si tu sais, mais il n'existe sur ce phénomène-là que 4 livres enquêtes dans le monde. Donc, incroyable. Tous pratiquement sont épuisés. J'en profite pour dire que le livre qu'avait justement écrit à ce sujet-là Laurent Kasprowitz, puisque c'est entre guillemets, le seul spécialiste francophone aujourd'hui des coups de fil de l'au-delà, va être réédité, je crois, au mois d'août aux éditions Très Daniel. Et je vous encourage vivement parce que moi, du coup, j'ai réussi à me procurer la version plus ancienne. Et c'est juste fascinant, en fait. C'est quelque chose de fou. C'est on va dire un événement, enfin, je sais pas comment l'appeler, mais j'ai perdu mon mot. Une manifestation, ouais, voilà, un phénomène. C'est ça. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une manifestation entre guillemets des phénomènes paranormaux dont on parle très 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 peu.
où il y a peu de témoignages. Alors, j'ai ma petite idée, d'ailleurs, on pourra en reparler à la fin, parce que j'ai quand même une petite idée sur la question. Et moi, ce chapitre-là m'a fait revoir pas mal de choses, parce qu'en fait, en relisant ce chapitre-là, je me suis dit, mais purée, j'ai vécu 2 ou 3 phénomènes comme ça, mais mon côté, parce que alors pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'ai pas trop la tête perchée en fait. Je suis plutôt hyper terre à terre, et en général, j'ai tendance à remettre pratiquement en question 100% de ce qui m'arrive, et très souvent à balayer la main d'un revers le phénomène de la main en disant non, bah, c'est bon, c'est un bug, c'est voilà. Alors qu'en fait, en lisant ce chapitre, je me suis remémoré des choses en me disant, tu vois, ce qui est important en fait, c'est de trouver un équilibre entre ne pas être trop perché, mais ne pas être trop terre à terre non plus, parce que c'est parfois ce qui m'empêche de voir au-delà. Je sais pas si tu comprends quand je te dis ça. Complètement. Donc, on va parler de ce phénomène. Donc, 4 livres enquête, peu de témoignages, quelques spécialistes, mais pas beaucoup. Et surtout, quand on parle de coups de fil de l'au-delà, bien entendu, on dissocie ça de la TCI, de la transcommunication instrumentale, d'accord ? On parle vraiment de conversation fluide, limpide, comme là, de phrases, même de réponses à des questions entre des personnes alors physiquement présentes, on va dire, et des personnes qui sont censées être décédées, avec leur voix, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça où on dit que ce qui est intéressant à étudier, c'est que on ne dit pas que tous les phénomènes sont des tricksters, mais on ne dit pas non plus que tous les phénomènes sont des défunts qui appellent et qui passent de vrais coups de fil, en fait. Moi, ce que j'aime dans ce phénomène, c'est que on a justement des exemples, mais on a aussi des contre-exemples. C'est ça qui m'a vraiment assez fascinée. Et donc, je vais tout de suite vous raconter une anecdote, la toute première, qui est très très bizarre et pour laquelle j'ai pas d'explication. C'est que la semaine dernière, en préparant ce podcast, et donc en recherchant et en refaisant mes petites marques à droite à gauche sur ce que j'avais relevé qui nécessitait d'être intéressant, un soir, je suis dans la salle de bain, mon mari est dans la salle à manger, donc juste à côté, et mon téléphone sonne. Je reçois un SMS de mon mari. Et là, il est écrit, il est 17h47 exactement. J'ai fait une capture d'écran parce que je voulais vraiment, tu vois, immortaliser ce SMS. Il était 17h47, je reçois un SMS. Ok, ma puce, tu me raconteras ça, tu m'appelleras tout à l'heure. Bon courage. Là, je sors de la salle de bain et en rigolant, je dis à mon mari, je pense que tu as écrit à ta maîtresse. Et Tony me dit, mais de quoi tu me parles ? Et je lui dis, bah, je viens de recevoir un SMS de toi qui m'écrit ça, quoi. Et l'heure de réception du SMS, alors qu'il est 17h47, l'heure de réception est 18h25. Ce qui déjà en soi est quand même très bizarre. On a recherché, on est remonté sur plusieurs mois, sur le début de l'année, jamais ce SMS n'a été écrit du téléphone de Tony. Jamais. Il faut savoir que ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive de temps en temps, je crois que j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast, et en général, ça m'arrive sur une période très courte de 2-3 jours, mais ça insiste régulièrement. J'ai envie d'appeler ma grand-mère au téléphone, alors qu'elle est décédée depuis des années. Oh, wow. Okay. Et je trouve ça très bizarre, parce que ça correspond aussi à ce moment-là, donc je ne sais pas, et j'ai même reçu un coup de fil très bizarre, avec un numéro très bizarre, le numéro c'était plus 4332. Oh, c'est wow, tout. Okay. Donc ce numéro n'existe pas, il ne correspond à rien quand j'essaye de le rappeler. Et 4332, c'était le début du numéro de téléphone de ma grand-mère. Oh, ok. Voilà. Donc, c'est puissant. Voilà. Donc c'est juste pour vous raconter, parce que j'ai trouvé ça très marrant. Alors effectivement, quand on a les pieds sur terre, on se dit bon, c'est un bug et puis c'est tout, quoi. Enfin voilà, tu vois, c'est la technologie, gna 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 et tout. Mais la synchronicité fait que effectivement, pour moi, ça n'en fait pas un bug. Et alors attends, je vais rajouter quelque chose à ta synchronicité, parce que je suis sur le cul que t'as vécu ça la semaine dernière. Écoute bien. Vas-y. Julie, la psy, qui participe aussi à ce podcast, m'a envoyé un message la semaine dernière, alors que je préparais ce podcast.
Elle m'a envoyé un message en panique parce depuis quelques mois, elle vit pas mal de phénomènes paranormaux. Donc je l'accompagne par rapport à ça. Et là, elle me dit, écoute, faut vraiment que tu me donnes ton avis parce que là, elle a dit clairement, elle a dit, j'ai l'impression que soit j'ai des alus, soit je comprends pas ce qui se passe. Elle était dans sa voiture, son téléphone sonne. Son téléphone sonne et affiche son nom. Mhm. Elle décroche, elle dit allô, ça répond allô, c'était sa voix mais sur un autre ton. Mhm. Elle fait oui, et la voix répond oui, c'est exactement ça. Et ça raccroche. Trop chelou. Et là, elle est restée là-dessus en se disant ok, donc je viens d'avoir une conversation avec moi-même au téléphone. Évidemment, et comme toutes les histoires, mais tu vas y revenir toi-même, tu vas nous expliquer, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des phénomènes comme ça. L'appel n'a pas été enregistré. C'est-à-dire, quand j'entends par là, quand tu vas dans le journal des appels, il n'existe pas. Voilà. Et ça, c'est un phénomène récurrent, je crois, de toute façon, pour n'importe quel phénomène paranormal, parce qu'on en parle aussi beaucoup on veut tous des preuves de l'existence des fantômes, et quand il arrive des phénomènes, soit on n'arrive pas à les filmer, soit on n'arrive pas à les enregistrer. Il y a une certaine élusivité, en fait, du phénomène, qui est très... qui est redondant, en fait, qui revient sans arrêt, et on en reparlera aussi un petit peu plus loin avec les démons, en fait, parce que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Du coup, ces exemples-là montrent bien, aussi bien le tien que pour Julie que le mien, montrent bien que ce ne sont pas des coups de fil de personnes décédées qu'on a reçus, parce que elle a reçu un coup de fil d'elle-même, quand même très particulier. Moi, je suis censée avoir reçu un SMS de Tony, même si ce n'était pas lui. Il y a un autre exemple aussi dans le livre, en fait, où une personne explique que voilà, son père est décédé et que bon, elle était bien entendu effondrée. En fait, le soir même, elle reçoit un SMS en provenance de sa meilleure amie qui pourtant est assise en face d'elle parce qu'elle passe la soirée ensemble. Et le message dit « Bien arrivé, plein de bisous ». En fait, elle a lu le message plusieurs fois, elle l'a montré à ses amis. En fait, le temps de montrer le message à ses amis, le téléphone s'était mis en veille, et lorsqu'elle a voulu retrouver le message, il avait disparu. En fait, elle dit que heureusement que ses amis ont pu voir le message parce qu'elle pensait vraiment qu'elle était complètement folle, alors que c'était pas du tout le cas. Donc ça vraiment, c'est des exemples typiques. Est-ce que ils se servent alors est-ce que ce sont des défunts qui se servent d'autre chose? Est-ce que c'est autre chose? Et ça, on verra plus tard. On va pouvoir développer ça. Je vais pas trop voilà. On a la même chose aussi avec évidemment WhatsApp, avec des mails aussi qui disparaissent après. Pareil, des fois il n'y a pas de relations de proches, parce qu'on pense toujours que c'est parce que c'est son père, son grand-père, son frère, sa mère, des gens de qui on est très proche. Il y a le témoignage d'une dame qui raconte que elle est avec une de ses amies au moment où elle reçoit un coup de fil de son dentiste. Et au téléphone, a priori, il a l'air complètement bourré, quoi, on va dire, et il lui propose un nouveau rendez-vous pour rattraper une couronne dentaire. Et en fait, elle dit que bon, elle est un peu surprise de cet appel, tu vois, elle comprend pas parce que l'histoire des couronnes, ça fait longtemps que ça s'est passé et depuis c'est résolu, donc elle comprend pas en fait. Et elle apprend un peu plus tard que le dentiste est mort depuis plusieurs mois. Voilà. Et donc, quand il a passé cet appel, il n'était pas vivant. Eux, ils avaient une relation normale de patient à dentiste, donc pas une relation, voilà. Et par contre, c'est vrai qu'il y avait eu quelque chose avec une couronne qui avait été ratée. Donc, ça montre bien aussi qu'il n'y a pas forcément de phénomène, c'est pas concomitant à un phénomène de lien vraiment très très proche entre les gens. Ça déjà en soi c'est aussi fascinant parce que du coup pourquoi le dentiste tu vois rappellerait cette dame sur une couronne foirée, enfin, je pense que si réellement c'est le dentiste qui est décédé de l'autre côté il a autre chose à faire j'espère que penser aux couronnes. Je lui souhaite en tout cas, voilà. Ce qu'il y a en fait dans ces coups de fil, ce qui est intéressant, c'est justement la synchronicité qu'il y a autour de ce coup de téléphone. C'est les coïncidences qui arrivent à ce moment-là. C'est voilà pas mal de choses qu'on peut avoir qui font que on peut se poser la question et se dire que voilà c'est pas un bug, c'est l'anomalie dans l'anomalie, c'est Matrix quoi en fait,
un peu. Vous voyez, pour ceux qui ont vu le film Matrix, et pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, ça sera une bonne occasion d'aller voir de quoi on parle, mais c'est ça, c'est le bug dans la matrice. Exactement. Si on reprend quelques caractéristiques du phénomène, en tout cas les plus parlants, ce sont des discussions qui sont presque normales avec quelque chose ou quelqu'un qui se présente comme le défunt, dont la voix est reconnaissable, qui peut durer jusqu'à plusieurs minutes et qui peut aussi se répéter. Parfois, sur plusieurs cas, alors pas dans ce livre-là, Phénomène, mais dans l'autre que j'ai eu, il y a un cas où le phénomène se répète sur plusieurs années d'affilée, ce qui est juste absolument incroyable, en fait, je trouve. Parfois, forcément, l'appel coïncide avec des dates anniversaires. Le coup de fil vise parfois à prévenir d'un danger imminent. Il raconte cette histoire justement dans le livre d'une personne qui devait se faire opérer et en fait qui reçoit un coup de fil d'une personne qui est décédée il y a longtemps et qui lui dit surtout ne va pas te faire opérer. Ouais. Voilà. Et la personne explique que comme nous tous, en fait, elle comprend pas, elle y croit pas. Du coup, elle se présente quand même le lendemain matin pour l'opération. Et là, en fait, le directeur de l'hôpital en personne vient le voir et lui dit que son opération sera reportée parce que il y a eu beaucoup de problèmes liés à des décès avec le chirurgien qui devait l'opérer. Truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Donc voilà, on a vraiment cette prévention d'un danger imminent. La personne qu'on a au bout du fil, je vais dire la personne parce que c'est plus simple, mais vous avez bien compris que la personne, la chose, le phénomène, on peut lui donner plusieurs noms, donne plein de signes de reconnaissance. Il y a plein d'exemples où la personne se présente et dit mais non, c'est Shirley, c'est moi, alors qu'elle est censée être décédée. Les appels techniquement n'ont pas pu être passés parce que comme par hasard le téléphone était éteint, il captait pas, etc., etc. Donc souvent les messages s'inscrivent sur le répondeur sans qu'il y ait eu de sonnerie du téléphone au préalable. Les messages s'effacent tout seuls après quelques écoutes en général. Il n'y a jamais de preuve. Il n'y a jamais, très peu en tout cas, c'est extrêmement rare. Il y a aussi pas mal d'informations qui sont inconnues des vivants et qui sont parfois transmises, comme l'annonce de la mort du proche qui appelle. Il y a souvent plusieurs témoins, malgré tout, auditifs et ou visuels. Enfin voilà, en gros, et ça utilise tous les réseaux, Messenger, mail, SMS, tout ce qui est possible et inimaginable. Il y a une histoire qui est hyper intéressante justement et qui pourrait nous faire penser au trickster et pas à un défunt et du coup qui nous fait nous interroger. C'est une dame qui reçoit un coup de fil à 3h du matin. Alors 3h, ça va faire sourire les gens parce qu'on dit souvent que 3h, 3h30, c'est l'heure des sorcières. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation ou pas. Et il y a un homme au bout de la ligne qu'elle ne connaît pas. Par contre, c'est pas qu'elle reconnaît pas du tout la voix, qui dit le garçon est ici, mais pardonnez-lui et donnez-lui une autre chance. Ce que je vous ai dit dans ma lettre à son propos est vrai. Forcément, la personne dit mais qui est là, voilà. Là, elle entend un rire. Alors elle dit un rire un peu sombre, du style un peu diabolique, quoi, genre voilà. Ouais. Bon, elle lui dit vous êtes trompé de numéro, et lui il répond en donnant le numéro de téléphone sur lequel il appelle, qui est lui-même sur liste rouge. Voilà. Donc c'est quand même un peu bizarre. Là, elle entend d'autres voix comme un brouhaha autour, et elle demande alors du coup à parler à son fils. Et la personne au bout du fil lui répond votre fils est à l'hôpital à San Francisco, il est en mauvais état, mais ne vous inquiétez pas, il rentre à la maison. Enfin, une voix qui ressemble à celle de son fils dit « Personne ne peut m'aider, je ne peux plus bouger ». Elle entend ensuite d'autres voix et là, ça coupe. Voilà. Selon l'opérateur téléphonique, ça venait de San Francisco. Donc évidemment, à un moment donné, il lui dit d'ailleurs « Votre fils est à l'hôpital à San Francisco ». Et 24 heures plus tard, malheureusement, le corps de son fils est retrouvé dans la baie de San Francisco. Il s'y était noyé 2 jours plus tôt, selon le médecin légiste. Donc il n'a pas pu passer cet appel à ses parents. Un autre détail aussi qui cloche, c'est que du coup, ce garçon n'a jamais été en mesure de rentrer chez lui, alors qu'au téléphone, on lui dit « mais ne vous inquiétez pas, il rentre à la maison ». Et il n'est même jamais allé à l'hôpital. Alors, est-ce que la maison voulait dire autre chose que la maison physique ? On peut se poser aussi la question. Après tout, pourquoi pas ? Voilà. Ouais. Et en ce qui concerne la lettre, au début, quand il dit « pardonnez-lui et donnez-lui une autre chance, ce que je vous ai dit dans ma lettre à son propos est vrai », eh bien, quelques jours après, il s'est avéré qu'il avait effectivement envoyé une lettre à ses parents quelques jours avant sa mort, ce que les parents ignoraient en fait au moment de l'appel.
Du coup, bah évidemment, ce coup de fil-là, ça nous éloigne complètement c'est le proche qui appelle, enfin le défunt qui appelle ses proches pour leur transmettre un message. Là-dedans, euh, c'est quand même une énigme, quoi, parce qu'effectivement, pourquoi? Pourquoi? Ouais. C'est ça. Et pourquoi une fois de plus autant d'anomalies? Et c'est ça qu'ils mettent en avant et qui commence à amener avec ce chapitre-là, c'est que en fait, sur tous les phénomènes, c'est pas toujours cohérent. Il y a beaucoup d'anomalies et ces anomalies, il faut pas les annihiler en fait. Il faut vraiment les prendre en compte parce qu'au final, elles sont importantes. C'est ça. Et alors, pour finir, on a aussi des coups de fil, et ça j'aime beaucoup parce que moi j'aurais énormément, il m'est arrivé énormément de phénomènes assez incroyable avec mes animaux décédés. Et j'aime beaucoup cette histoire aussi où la personne, alors qui est très triste, hein, bien entendu, mais raconte que voilà, son chien était en fin de vie, était très malade. Un soir, elle est dans sa chambre, elle sent une odeur très forte de citron et elle se lève et elle va voir son chien qui est très mal en point. Et du coup, elle décide d'aller chez le vétérinaire à 20 minutes de route de chez elle pour aller faire piquer son chien, puisque c'était la fin. Et à ce moment-là, dans la voiture, elle reçoit un coup de téléphone. Et en fait, dans le coup de téléphone, elle entend une voix féminine très suppliante qui lui dit « Aide-moi ». Et en fait, c'était une voix qui hurlait, vraiment qui disait « Aide-moi, aide-moi ». Donc ça lui a fait très bizarre. Et elle lui dit « Aide-moi maman, je suis ta fille ». Donc forcément, la dame lui dit bah, « Je vous connais pas en fait, voilà ». Et la personne au bout du fil s'est un peu fâchée en lui disant « Mais je suis ta fille-fille ». Et en fait, ça l'a bouleversée parce que c'est justement comme ça qu'elle appelait sa chienne. Elle l'appelait Fifille, en fait. Ouais. Évidemment, la chienne est décédée, la chienne est décédée le lendemain, mais du coup, on a aussi ces phénomènes-là avec des animaux. C'est vraiment hyper intéressant parce que ça prouve bien que absolument tout est mélangé et que ça ne touche pas vraiment que ce qu'on pourrait appeler, nous, des humains. Je pense qu'on en rediscutera dans la discussion, mais moi, ça me fait beaucoup penser à l'animisme, tout ça. Ouais, tout à fait. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et je terminerai en fait en me disant que il y a quelques années, quand j'étais très 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 jeune, et qu'on avait encore des téléphones fixes avec des cadrans qu'il fallait tourner, seuls les plus de 20 ans connaissent ça maintenant. Il m'est arrivé une chose très similaire aussi, sur laquelle effectivement, au début, j'ai mis aussi ça sur un bug, mais pourtant, quelque part au fond de moi, cette histoire a toujours été dans un coin de ma tête, ce qui prouve bien aussi que il y a moi je pense que quand c'est pas important, ça passe et on oublie, et je pense que quand c'est important, on n'oublie pas. Et j'étais en pleine conversation, alors je ne sais plus avec qui par contre pour le coup, et tout d'un coup, c'est comme si le téléphone en lui-même, le réseau téléphonique avait été mis en sourdine, et tout d'un coup, une voix masculine me dit « Mais moi je t'entends, hein, ça va hein ». Et je dis « Mais allô, mais vous êtes qui ?»« Mais je t'entends, ça va ». Et puis ça s'est arrêté là en fait. Et j'ai repris la conversation avec l'autre personne, et quand je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé, elle me dit bah comment ça, pour elle il n'y avait même pas eu d'interruption de temps. Oh waouh, ok. Voilà. Je sais pas si toi tu as des histoires comme ça à raconter avec le téléphone. Alors, moi j'en ai une justement. Alors, outre ce qu'a vécu Julie la semaine dernière, moi il faut savoir que je l'ai pas mal raconté cette histoire, mais j'ai commencé tout ça, cette quête, parce que ma première expérience c'était avec un téléphone. Moi en fait j'avais 17 ans, il me semble 16 ou 17 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et du coup, un soir, c'était quelques jours après son enterrement, moi j'étais vraiment bouleversée c'était la première personne que je perdais dans ma famille. Puis tu vois, les grands-parents, c'est comme quelque chose de très perturbant. Et j'étais adolescente, enfin tu vois, je sais pas, j'ai vécu ce moment-là comme quelque chose de très fort, de très, je sais pas quel terme utiliser, mais je trouvais ça injuste en fait. Tu vois, j'étais vraiment dans le mal quoi. Et un soir, je me couche, et en fait, dans une sorte de demi-sommeil. Elle est très dure à expliquer cette expérience, mais en fait, dans une sorte de demi-sommeil, je me vois en train de dormir, donc dans la position dans laquelle j'étais exactement, je vois ma chambre, en fait comme si j'étais une autre personne dans un coin de ma chambre, ok ? Donc je suis en train d'observer cette scène où je dors. Donc dans cette vision, je fais des guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas, mais dans cette vision, je vois que mon téléphone sonne, on est en pleine nuit.
On parle de portables à l'époque Motorola énormes qui ont 3 sonneries dans leur téléphone et qui font un bruit affreux. Le téléphone sonne, du coup je me réveille en sursaut, je cours, moi j'ai très peur. Moi j'ai toujours le regard du coin de la chambre, ok. Et je vois donc moi qui est en train de décrocher le téléphone et qui dit allô, mais complètement effrayée, parce que je me dis à cette heure-là de la nuit, quelqu'un qui m'appelle, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Et au téléphone, j'entends, mais du coup cette fois-ci, je l'entends moi aussi, j'entends coucou ma puce, c'est Pépère. Et là du coup je pleure immédiatement parce que je me rends compte de la réalité de tout ça et je me dis mais non, mais c'est pas possible, attends, t'es mort et tout, ça peut pas être toi. Attends, calme-toi, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je te dise quelque chose. Et là il me dit un truc, il me dit un secret de famille que je ne vais pas dire bien sûr. Ça se termine et du coup en fait là il y a une sorte de blackout qui est très étrange. Je me réveille le lendemain, je me souviens immédiatement de ce qui s'est passé. Par curiosité, je vais vers mon portable et j'ai, à l'heure à peu près estimée du phénomène, un appel en absence. Et à l'époque, tu sais, c'était écrit, je sais plus comment c'était écrit, mais tu sais, quand le numéro n'était pas affiché, c'était pas comme maintenant, en fait. Il y avait écrit un autre truc. Et il s'était écrit ça. Donc, j'avais pas de numéro de téléphone, mais j'avais bien eu un appel. Ce qui est très étrange, en fait. Et le truc où vraiment qui va appuyer le phénomène, c'est que j'ai fait vérifier le secret de famille et que c'était vrai. Et j'étais pas du tout au courant. Donc il y a un truc hyper chelou qui s'est passé et moi à partir de là, en effet, je me suis dit ok, moi je peux pas vivre normalement en ayant vécu ça, moi j'ai besoin de comprendre, j'étais déjà très terre à terre, même si je croyais, tu vois, en la vie après la mort à l'époque, j'étais très terre à terre et je me suis dit hors de question que je continue à vivre normalement, j'ai besoin de comprendre et c'est ce qui a lancé la quête et la recherche, voilà. Incroyable. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. Ce qu'il faut retenir en tout cas de tout ça, c'est que ce qui est absolument extraordinaire, c'est que bien souvent, ce phénomène présente des caractéristiques qui, technologiquement parlant, ne sont pas possibles. C'est-à-dire recevoir un SMS à 18h25, de 18h25 quand il est 17h47, des appels alors que le téléphone sonne alors qu'il est éteint. Moi, j'ai vécu aussi des phénomènes comme ça, mais pas avec un téléphone, mais avec un réveil qui était cassé, qui affougerait d'ailleurs, et qui, j'étais en train de parler de quelque chose de très particulier. Le réveil s'est mis à sonner et le réveil est cassé, 2 n'a pas de pile, 3 n'était pas branché et il n'a jamais pu ressonner. Et c'était très très particulier. Et en fait, tout est lié, mais tous ces phénomènes technologiquement impossibles, c'est aussi ce qu'on voit et ce qu'on observe en ufologie avec les ovnis. Et là, tu me tends une perche magnifique, puisque l'ufologie, justement, alors moi, je regrette de ne pas m'y intéresser plus. Je crois aussi que je m'y intéresse pas autant, parce que je suis fascinée par ça, mais il y a déjà tellement d'intérêt sur ce domaine que moi, j'ai envie de m'intéresser au domaine auquel personne ne s'intéresse, tu vois. Mais on est bien d'accord que dans tous les sous-domaines du paranormal, l'ufologie est peut-être le domaine où il y a plus de gens qui font des recherches, dont énormément de scientifiques. Et d'ailleurs, ma première question à toi, ça va être, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des formes de vie extraterrestres Est-ce que tu crois à tout ça, l'ufologie ? Oui, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus éloignées que ce qu'on nous en montre dans le folklore télévisuel d'un petit groupe. Voilà, on est bien d'accord. Donc moi, si tu préfères, et ça a toujours été, j'ai pas eu besoin de voir beaucoup de témoignages pour me faire un avis là-dessus. Moi, je suis persuadée qu'il y a évidemment des vies ailleurs, avec toutes les milliers de galaxies. Je ne vois pas comment on pourrait être les seuls à être vivants sur une planète. Donc ça coule de source en fait pour moi. Quand j'entends des gens débattre là-dessus, ah vous croyez qu'il y a des formes de vie ailleurs ? Bah attendez les gars, c'est même pas une question qu'on pose, c'est bien sûr qu'il y a il y a de la vie ailleurs. Maintenant moi ce qui m'embête par rapport à tous les témoignages, alors moi je les écoute toujours avec attention et si tu préfères un petit peu comme dans les cas avec les hantises,
j'aime pas devoir remettre en question la vision de quelqu'un parce que ça reste une expérience personnelle, toujours. Et pour moi, une personne qui va apporter un témoignage, c'est une personne qui a vécu quelque chose qu'elle ne savait pas expliquer. Donc à partir de là, il faut respecter ça. Nous, parfois, on peut avoir des réponses, on peut leur apporter des clés, c'est sûr, dans les phénomènes paranormaux de hantise. Mais parfois non. Et moi, je respecte énormément ça. Et quand je lis des témoignages d'abduction, des choses comme ça, ou de visions extraterrestres, je m'y intéresse, mais je vois qu'il y a des similarités qui ne me plaisent pas, moi, en tant qu'humain, et surtout dans ce domaine de recherche. Et le fait, en fait, que ces êtres soient toujours humanoïdes, déjà, ça me gêne beaucoup. En fait, je ne comprends pas comment... si on était visité par d'autres êtres, comment ils pourraient nous ressembler autant? Alors, à savoir que les petits gris ne nous ressemblent pas, mais ça reste quand même des êtres bipèdes, avec 2 bras, 2 yeux, une bouche, même s'ils ne s'alimentent pas dans certains récits, ils nous ressemblent beaucoup trop, en fait. Et c'est pareil, leurs soucoupes volantes ou leurs moyens de transfert sont beaucoup trop compréhensibles pour notre intelligence. Et ça, déjà, je me dis, là, il y a un bug. Et ça ressemble beaucoup à un trickster, justement. C'est beaucoup trop compréhensible pour nous si on part du principe que ça vient d'une galaxie à des années-lumière, tu vois. Ça veut dire que déjà, ils ont une intelligence qui est bien plus supérieure à la nôtre. Comment ça se fait qu'ils nous ressemblent autant? Donc moi, déjà, ça, c'est un bug que j'avais remarqué. Mais je suis persuadée, une fois de plus, il y a beaucoup trop de témoignages, il y a beaucoup trop d'intérêt, que ça soit d'un point de vue des scientifiques, des gouvernements, tout ça, pour se dire que ça, c'est bullshit, en fait. Bien sûr que non, c'est pas bullshit. Et donc, en fait, il y a tout un paragraphe sur l'ufologie avec beaucoup de récits, beaucoup de choses très intéressantes. Et il y a de nouveaux termes qui vont être apportés. Le mimétisme, la personnalisation et la personnification. Alors du coup, par rapport à ça, déjà, je vais vous lire les définitions pour que vous compreniez de quoi on parle. Alors, on va commencer par la personnalisation. La personnalisation désigne une adaptation du phénomène à la personnalité de l'observateur. C'est du sur-mesure en quelque sorte. Au fil des récits, c'est comme si une intelligence facétieuse disait à l'observateur « À quoi penses-tu ? Je vais le mettre en scène ». On peut alors supposer quelle est l'interaction avec la conscience ou la psyché humaine ou témoigne à minima à travers cette individualisation de sa connaissance de la psychologie et de la culture du témoin. Donc ça déjà c'est hyper intéressant. Et maintenant la personnification. Alors la personnification désigne surtout l'évocation par le phénomène d'un être animé ou inanimé, souvent humanoïde, une figure sociale, historique ou folklorique, religieuse ou cryptozoologique. La personnification dans les récits ovniens met ainsi en jeu des personnages typiques, des figures déjà étudiées par l'anthropologie, par l'ethnologie dans les traditions, le folklore et les mythes. Il peut s'agir d'un mimétisme qui se rattache à la culture générale de l'observateur. On va lire le mimétisme. Le mimétisme est une forme de communication du phénomène qui manie le sous-entendu personnalisé assez subtilement. Nous l'avons dit, le phénomène démontrerait une sorte d'omniscience, de compréhension de la condition humaine et maîtriserait totalement les tenants et les aboutissants de ces manifestations. Le phénomène communique. Le mimétisme interpellerait la culture des observateurs, de l'individu et de la société. Ce serait une communication à sens unique, exploitant l'inconscient d'un individu et l'inconscient collectif. Ça y est, on est dedans. L'inconscient collectif. À partir de là, je me suis dit, ça y est, on est exactement dans ma vision, celle que j'ai depuis quelques années. Je vous parle moi-même. Alors moi, par contre, j'utilise le terme de conscience collective. Mais peut-être en effet que c'est une forme d'inconscience collective. Donc là, on a abordé le trickster, et maintenant on aborde cette fameuse inconscience collective. Et d'ailleurs, quand on y pense, et si on revient un petit peu sur le phénomène que j'ai abordé sur Julie la psy, ce qu'elle a vécu au téléphone, moi, ce que je lui ai dit direct, c'est ça. C'est moi, quand je t'écoute, mon ressenti, c'est que c'est une forme de conscience qui t'appartient, par contre, pas collective, mais c'est ta conscience ou c'est ton subconscient qui te parle au travers du téléphone. Alors, à dire comme ça, moi, on est en 1900, on me met à l'asile des fous, là, c'est fini. Hein. C'est incompréhensible pour les gens de dire un truc comme ça. Mais quand je les vois utiliser ce terme, et de façon très scientifique dans ce livre, bah, ça me rassure. Et je vois très bien où ils veulent en venir. D'ailleurs, les chercheurs, ils vont beaucoup plus loin et ils vont associer du coup ces phénomènes à la crypto, aux perceptions extrasensorielles, à tout phénomène hors du commun.
Donc moi, quand j'ai fait mes nombreux voyages aux États-Unis, j'ai rencontré des personnes comme John Tenney, je vous en parle très souvent, ou Greg et Dana Newkirk. Et en fait, eux, depuis des années, ils surfent déjà sur cette vague. Donc c'est-à-dire que déjà là, on est sur un point de vue qui n'est pas seulement de la part de ces auteurs. Et d'ailleurs, vous le verrez dans ce livre, mais il y a énormément de chercheurs scientifiques qui sont sur ce sujet. Mais il y a aussi des gens à l'étranger qui s'y intéressent et qui affirment d'ailleurs, par rapport à leurs recherches, que pour eux, tout provient de la même souche. Et que ce soit Bigfoot, que ce soit les fantômes ou alors l'ufologie, tout est la même chose. Tout provient de la même chose. Maintenant, il faut la définir, c'est la seule chose. Mais pour eux, c'est exactement la même chose. Un Bigfoot, pour eux, n'est pas humanoïde, n'est pas un cryptide, n'est pas un animal. Ce sera de la même nature qu'un fantôme ou qu'un extraterrestre. Donc là déjà, à l'époque, ça m'avait titillé un petit peu ma curiosité. Tu vois, je m'étais dit, ah, c'est hyper intéressant ce point de vue, je l'avais jamais entendu, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, comme les rayons à la Fnac, on essaye toujours de tout séparer. Mais en fait, pourquoi tout séparer? Une fois de plus, on vit tous dans cette même galaxie, bien sûr que tout va ensemble. Et ça déjà, ce livre là-dessus, il est rassurant et il va appuyer, du coup, des milliers de recherches qui existent un petit peu partout. Mais du coup, l'ufologie, c'est pas la seule chose intrigante dans ce livre. Il y a aussi les démons. Et attention, on parle pas des démons de Zach Bagans, on parle des daemons. Alors, c'est quoi un daemon, ma Julie? Alors, un daemon, si on prend la définition stricto sensu, c'est lié au divin et c'est une représentation du divin. Voilà, c'est une notion philosophique qui date de la Grèce antique. En général, le daemon, c'est un nom générique et fourre-tout pour mettre tout ce qui est esprit qui n'a pas de nom. Je ne sais pas si c'est très clair, donc je vais donner des exemples. Pour moi, oui, une fois de plus, mais vas-y. Je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, le petit peuple, ça serait dans la catégorie daemon, en fait. Les lutins, les gnomes, les fées, les sirènes, j'essaie de chercher plein d'exemples dans plein de spiritualités différentes, mais voilà, c'est tout ce qui n'est pas Dieu en fait en lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui est Dieu type, si on prend les mythologies anciennes dans la Grèce, Zeus, ce n'est pas un démon. Le démon, ça va être plutôt, entre guillemets, les sous-catégories, les centaures, voilà, tout ce genre de choses. C'est hyper intéressant. Ça va être dur de mettre en mots et d'expliquer en fait, parce que pour que ce soit compréhensible, moi c'est là où en fait ça m'a changé du truc. Ça a changé une partie de ma perception, c'est que quand je te disais que moi, bien entendu, que je crois qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, ça je pense que c'est un trip égotique de l'homme qui vit sur la planète. Mais enfin, déjà quand tu vois qu'il a fallu une chance sur je ne sais pas combien de milliards de chances pour créer un Big Bang, pour qu'il y ait la Terre, la vie, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, si on est là, si on est ici sur cette Terre, on le doit, si on le doit pas non, on ne doit pas à un milliard de chances, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a autre chose. Et d'ailleurs, le dernier livre de Romuald Le Terrier s'appelle Esprit, univers, tout est relié. Et en fait, c'est de dire que tout ce qui se passe ici, c'est une grande matrice. Moi, je pense, alors pour ceux qui ont vu le film Le Blob, moi, je crois beaucoup dans ce genre de forme de vie. Le Blob, c'est un vieux film d'horreur qui date des années 70, je crois, fin 70. Et je crois beaucoup à ça, ces espèces de matières qui sont polymorphes et qui prennent l'apparence que l'on veut. D'où le fait qu'on pourrait dire que Loch Ness, Yeti, tout ça, c'est exactement la même chose. C'est juste que le daemon a la représentation que vous voulez qu'il ait. Et on en revient au mimétisme. Exactement. Le truc, c'est de se dire, aujourd'hui, avec la vie qu'on a, avec tous les filtres qu'on a mis en place, que notre cerveau met en place, on a complètement oublié les démons, qui d'ailleurs, aujourd'hui, a donné le mot démon, parce qu'en fait, du coup, on range ça plutôt dans la catégorie des choses, berk, faut pas y toucher, quoi. Mais quand on revient, il n'y a pas si longtemps que ça en arrière quand même, enfin je veux dire, ça fait pas des centaines de milliards d'années, mais il y a quelques centaines d'années,
on avait des relations avec les fées, on avait des relations avec le petit peuple qu'on nourrissait d'ailleurs, à qui on donnait des cookies ou ce que tu veux, parce qu'à l'époque les cookies n'existaient pas vraiment, mais en tout cas des morceaux de pain pour que justement ils se tiennent à carreau et qu'ils fassent pas des bêtises comme des enfants farceurs. Mais tout ça aujourd'hui, on l'a perdu en fait parce que on a mis notre cerveau, en fait, il marche comme un filtre à café. Et en fait, il va retenir tout ce qui n'est pas dans sa conception de la réalité, même si ça fait partie de la réalité. Est-ce que tu comprends quand je dis ça? Mais complètement, moi je te suis à 100%. Et si on prenait le temps d'arrêter de rejeter en masse les faits parce que c'est pour nous de l'imagination populaire, et puis en plus j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que l'imagination si ce n'est pas la réalité en fin de compte? Et moi je vais rajouter, qu'est-ce que la réalité? Exactement. Ah, ce podcast est fou. Ce podcast est complètement fou. Et en fait c'est ça, c'est de se dire, les daemons, ces entités, quelles qu'elles soient, spirituelles, divines, terre à terre, on s'en fiche, caverneuses, voilà. C'est de se dire que nous, on a perdu, en fait, on a complètement filtré tout ça, et on aurait besoin d'ouvrir un peu les vannes et de relaisser la part belle à toutes ces choses-là. Alors, ça veut pas dire que les fées, comme la fée Clochette, avec leurs petites ailes, ça existe tel quel. Ça veut juste dire que si nous, à ce moment-là, on a besoin d'avoir cette représentation-là, eh ben, le daemon prendra cette représentation-là, en fait. Si c'est ce qui nous parle le plus à nous, eh ben, ça prendra cette forme-là. Et ça en dit long sur les autres phénomènes, on est bien d'accord. C'est-à-dire que si tu commences à réfléchir comme ça, tu remets tout en question. Exactement. Je parle pas seulement du matériel ou du dur qu'on a autour de nous, tu vois, vraiment de la matière. Je parle vraiment là des phénomènes. Les phénomènes fantômes, du coup, où on insiste toujours en disant que tous les phénomènes fantômes sont personnels et qu'une personne va avoir un truc, machin, et une autre personne va avoir un truc. Bah, quand tu réfléchis avec la définition du démon, tu dis, ok, donc en fait, c'était un démon ou un trickster qui s'est montré sous la forme de ce que la personne voulait voir ou non. C'est ça. Mais ça vient de son imagination. Et on pourrait même aller plus loin. J'ai écouté effectivement une interview de Romuald où il expliquait quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé. C'était de dire que le daemon, donc par exemple, je donne les exemples qu'on comprend tous, mais bien entendu, il y en a des tonnes d'autres, hein, parce que dans chaque culture, il y a des spécificités. Mais si on parle des fées du petit peuple, etc., on a complètement annihilé cette notion parce que ça faisait plus partie de nos croyances. On a rangé ça dans la catégorie folklore populaire. Et en fait, c'était de dire que puisqu'on a fermé la porte à ces représentations-là, elles existent toujours, ces représentations-là. Bah oui. Mais le démon, avec son intelligence, son côté polymorphe, justement, lui, il revient par le biais de l'ufologie. Puisqu'on lui a fermé la porte du petit peuple et qu'on ne vit plus de la même manière, il s'adapte aussi à notre époque, à nos technologies, et lui, il revient alors petit gris, en tout ce que vous voulez, mais en représentation qui, dans notre monde d'aujourd'hui, nous parle le plus. Tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment fascinant et qui moi m'a bouleversée, si je peux dire ça comme ça. Et il y a un autre aspect aussi, justement, parce que tout à l'heure, justement, on parlait d'imagination et de réalité, c'est que le démon, comme il a été, on va dire, exclu à un moment donné du monde, plus il se modernisait, en fait, plus il était exclu du monde. Où est-ce qu'il s'est réfugié, en fait, ce démon? Parce que, en fait, cette forme vie, elle peut pas mourir. Elle est permanente, elle prend juste des formes différentes. Effectivement, il s'est caché dans les coins, dans l'obscurité en fait de la psyché humaine, dans, pourquoi pas, appelez-la comme vous voulez, mais dans notre imagination. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, imagination, réalité, d'où le sous-titre de ce livre, et si notre réalité était un rêve, et si nos rêves devenaient une réalité, c'est aussi justement ce que travaille Romuald de Le Terrier avec les synchronicités qui du coup moi me fascine d'autant plus maintenant que j'étudie ça, et
tout ça, en fait, au début, quand je vous parlais de Romuald et où je vous disais que c'était important pour la trame de fond que ce soit un spécialiste du chamanisme, mais alors lui, il est spécialiste du chamanisme amazonien, hein, donc plutôt Sud-Amérique, c'était de dire que ces chamans, ces gens-là, qui vivent toujours dans l'époque où tout est possible, Ah oui. tu vois, où les démons existent, c'est ça qui rend en fait leur culture et qui est fascinant en fait. Et Romuald expliquait que lui, quand il discute avec donc son chaman privilégié avec lequel il a noué des relations en Amazonie, Romuald lui dit des fois qu'il vit des trucs de fou et le chaman il le regarde en disant mais le fou c'est toi quoi. En fait ça fait des années et des années que ça existe et allô quoi, ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles et regarde ce que t'as en face de toi en fait. En fait, en ajoutant le démon à tous les phénomènes qu'on vient d'évoquer, et tu vois, par rapport au fait que tu expliques très très bien en effet que le démon prend l'apparence de ce qui va se passer par rapport à l'observateur, ce qui va se passer dans sa tête, dans son inconscient, dans son imaginaire, ce que vous voulez. Il y a un point qui va être fort, et tu as utilisé le terme tout à l'heure, mais il faut vraiment qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en plus, moi, c'est un terme que je pense que je vais beaucoup plus utiliser parce que j'utilise sa définition, mais pas le terme. C'est élusivité. L'élusivité, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la difficulté à apporter la preuve de ces phénomènes. Mais ça, c'est important. Il faut vraiment beaucoup appuyer là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit, nous, tout le temps, en tant que chasseurs de fantômes ? On n'arrive pas à les filmer, les fantômes. Quand vous voyez des fantômes sur Internet, moi, je vous dis, c'est bullshit, c'est pas possible. Je peux vous le dire, on essaye tout le temps. On ne peut pas filmer des entités, des fantômes, c'est sûr. Mais on va retrouver ce phénomène finalement à peu près partout. Dans l'ufologie, ils galèrent aussi. Et t'as vu avec tous les témoignages qu'ils ont, et même de la part d'aviateurs, tout ça, comment ça se fait qu'on n'a pas plus de preuves ? Et ça, c'est justement les propos que vont utiliser les sceptiques pour nous contre-attaquer en nous disant « mais arrêtez avec vos conneries, machin, vous voyez bien qu'il n'y a pas de preuves ». Non, mais s'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il y a une raison en fait. Il n'y a pas de belles photos de Bigfoot, il y a des photos de rien. Il n'y a rien qui existe clairement, c'est pas possible. Et ça, c'est l'élusivité. Et ça, pour moi, en fait, ils l'ont apporté à un moment du livre qui était très bien, en fait, parce qu'en effet, c'était pour appuyer, dire, voyez, il se passe ça, 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 ça. Et on va appuyer avec l'élusivité en vous prouvant que justement, si tout ça existe et si tout ça est commun, et ben, en prime, on ne peut pas apporter la preuve de ces phénomènes. Et c'est problématique dans le sens où, bah, nous, dans notre monde moderne, on veut tout prouver par l'image. Mais en fait, c'est peut-être là où on se plante dans l'approche. C'est-à-dire que la preuve, elle n'a pas besoin d'être documentée, elle n'a pas besoin d'être quantifiée, elle a juste besoin d'être observée et vécue. Et c'est peut-être là où on passe à côté de tous ces beaux phénomènes, tu vois. Et ça, c'est vrai que bah, moi, la première, évidemment, en tant que chasseuse de fantômes, je me plante complètement avec tous mes appareils, mes bip-bip et mes caméras. Ça, c'est sûr, et je le sais depuis longtemps, et ça fait longtemps que je sais que je prends juste mes caméras pour filmer l'aventure, mais pas du tout pour filmer des fantômes. Ça, j'ai tiré un trait là-dessus depuis bien longtemps. Mais plus ça va, et plus je me rends compte qu'en fait, je pense que je m'alourdis d'équipement pour rien du tout, littéralement. Et toi, du coup, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça aussi, par rapport à l'élusivité. Alors, bah oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que c'est la nature même du démon, en fait, l'élusivité. C'est un trait de caractère, mais comme finalement nous aussi, on en a d'autres, des traits de caractère. Et puis, regarde, si on prend un exemple tout bête, mais dans la nature, il y a plein d'animaux qui sont aussi qu'on n'arrive pas à capter, où il faut une chance sur 1 milliard pour arriver à avoir un film ou des images, parce que bah, c'est la nature même de l'animal qui est fuyant, qui se méfie, qui n'a pas envie d'interaction forcément. Donc, bah, moi, je me dis, ça correspond très bien avec le démon. Et après, moi, tu le sais, j'ai jamais été très friande des appareils parce que je trouve que ça me coupait toujours de ma relation que j'ai à mon corps et du coup des ressentis que je peux avoir. Là où moi ça me fait travailler, c'est de me dire que parfois il y a beaucoup de choses que j'élimine parce que voilà mon côté un peu terre à terre. Alors je sais, ça fait toujours bizarre de dire ça parce que j'entends des voix quand même à côté, donc c'est un peu antinomique, mais et en fait je me dis que je vais arrêter et que je vais me pencher un peu plus dessus. Et surtout ça m'a fait prendre conscience que eh ben si moi un jour
je vois une fée et que mon voisin, lui, voit un dragon, on a tous les deux raison, en fait, et que c'est juste le démon qui se montre à nous de la façon qui nous parle le plus. Et si moi, c'est les fées qui me parlent le plus, c'est très bien. Et si mon voisin d'à côté, c'est les dragons qui lui parlent le plus, c'est très bien aussi, en fait. C'est ça, exactement. Alors, dans les questions qu'on va pouvoir se poser après tout ça, c'est faut-il voir les entités ou archétypes comme les choses internes à la psyché ou au contraire distinctes de nous et objectives? Créons-nous ces phénomènes multiples à l'aide de notre psyché ou existe-t-il une dimension subatomique? Et surtout, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que la réalité? Alors, je vais vous lire la conclusion, une petite partie de la conclusion, pas la conclusion complète, pour terminer ce podcast et pour vous dire un petit peu, eux, ce qu'ils en disent. Et on vous laissera une fois de plus découvrir ce livre absolument fascinant. Ces phénomènes n'ont pas de sens, disent souvent les sceptiques. Et ils ont raison. Ils n'ont pas de sens seulement si on considère que nous sommes tous séparés les uns des autres et qu'il existe un monde extérieur et indépendant de notre psyché, de notre inconscient personnel. Or, ce n'est probablement vrai qu'en apparence. Oserions-nous alors proposer l'idée, finalement, que la nature ultime de la réalité elle-même est celle d'être un immense rêve, un long et très solide rêve que nous partageons en quelque sorte? Nous avons au moins 4 bonnes raisons pour proposer cette hypothèse. La première a été donnée dans l'étude des coups de fil des morts. Ce n'est pas la technologie des téléphones qui est utilisée, c'est leur dimension symbolique, métaphorique, comme l'a compris Philippe Solal lorsqu'il a pris connaissance du phénomène dans ses détails. La deuxième bonne raison pourrait être la fameuse élusivité qui entoure ces manifestations. La troisième raison concerne les fameuses synchronicités. Tout comme nous ne remarquons même pas les synchronicités vécues dans nos rêves, nous ne devrions pas nous étonner des synchronicités vécues dans ce qu'on appelle la réalité. Il y a enfin une quatrième bonne raison, ces phénomènes nous reflètent. Donc quand on lit tout ça, et quand c'est un peu dur parce que même quand on est dans le paranormal, je vous dis c'est déjà une gifle et pourtant j'ai toujours l'impression que rien de plus ne peut m'étonner. Et là en fait c'est un bouleversement. Alors bien évidemment j'ai quand même certaines convictions dans ce milieu et je n'ai pas tout balayé d'un revers de la main. Mais ça m'a juste permis peut-être une fois de plus mettre des mots sur des pensées que j'avais, sur des directions de pensée et sur des recherches que je concentre un petit peu plus ces dernières années. Et une fois de plus, alors je sais pas pour vous, mais moi c'est ce que j'ai ressenti aussi à la fin de ce livre, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'infos, ça nous mène dans une direction et à la fois on a l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. C'est-à-dire que là, avec ce podcast, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, ok, waouh, je suis complètement chamboulée, mais et quoi finalement? Et c'est là où les auteurs vont nous laisser je pense en libre arbitre, en nous disant bah voilà, maintenant c'est à vous de décider ce que c'est. Alors toi, si je te pose la question, toi tu penses quoi, Julie? Moi, je pense que tout est relié en fait, et je pense qu'on vit dans Matrix. Dans la matrice. J'aimerais quand même juste préciser que ce qu'on dit là, on balaye pas bien sûr d'un revers de la main comment je pourrais dire ça, le fait qu'on puisse communiquer avec des défunts, qu'il y ait un au-delà comme on l'appelle, et qu'on puisse avoir des vraies conversations avec des défunts et que tout n'est que démon, blob, polymorphisme, etc., etc. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que il y a certainement, c'est certainement moins simple que ce qu'on pense et qu'il y a plein de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et il y a cette phrase de Marc Aurèle que j'ai lue justement dans un autre livre de Romuald de Terrier qui, pour moi, résume tout. Et Marc Aurèle, on est quand même dans un temps fort reculé, hein. Représente-toi sans cesse le monde comme un être unique, ayant une substance unique et une âme unique. Et de quelle façon les choses sont enroulées. Attends, pardon, il me manque une phrase. Représente-toi sans cesse le monde comme un être unique, ayant une substance unique et une âme unique. Considère comment tout se rapporte à la seule faculté de sentir, comment tout agit par sa seule impulsion et comment tout contribue à la cause de tout et de quelle façon les choses sont enroulées et tissées ensemble. Moi, je vois ça comme une toile d'araignée, des synapses, des neurones de partout, dans lequel on est tous reliés, dans lequel on est tous imbriqués les uns dans les autres. Et je pense qu'effectivement, la conscience inconsciente collective joue un rôle énorme. Et ça sera un peu un continuum. Alors, si vous avez vu le film Cloud Atlas, vous allez comprendre où je veux en venir. Tout est relié, tout est lié. Et là, on parle en plus seulement de vie.
des humains. Il n'y a aucun phénomène paranormal dans ce film-là, mais c'est juste l'aspect du continuum. Et je pense en vérité que ce continuum-là, il vaut pour tout, en fait, et que tout est lié, tout est imbriqué, tout va de pair, et nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents sur cette planète, et dans cette galaxie, et dans l'univers, et il y a plein de choses qui nous dépassent, et si on n'arrive pas à expliquer les phénomènes paranormaux depuis toujours, c'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce qu'ils sont trop compliqués à comprendre. Et là, vous voyez déjà, dans ce livre-là, ce qui est abordé, je pense que c'est 1/1000 de la vérité, en tout cas de tout ce qu'on pourrait apprendre, mais c'est déjà une belle approche. Et j'appuie ce qu'a dit Julie juste avant, c'est en effet, on balaye pas tout d'un revers de la main, c'est juste une direction qui est hyper intéressante, qui est différente de tout ce qu'on vous apprend en permanence. Et c'est bien de se renouveler, c'est bien d'apprendre d'autres choses et d'observer quelque chose en prenant une autre perspective, un autre point de vue. C'est hyper important, déjà dans la vie de tous les jours, vous en tant qu'humain, que vous fassiez ça pour tout, mais là, encore plus dans le paranormal. On n'efface pas le reste, on continue de l'étudier, mais on espère en tout cas que vous allez vous jeter sur ce livre et que vous allez le dévorer. On attend avec une impatience folle vos retours par rapport déjà à ce podcast, par rapport au fait que peut-être vous avez vécu des phénomènes qu'on a pu évoquer, et aussi si vous lisez le livre, n'hésitez pas à venir nous le dire et nous dire ce que vous en pensez, ça c'est super important. Et surtout, on s'excuse d'avance pour la nuit blanche que vous allez passer après l'écoute de ce podcast, à vous arracher les cheveux les uns derrière les autres en disant mais Et en même temps, ça fait du bien. Tout à fait. Ça fait du bien de se dire, putain, peut-être que je comprends le monde qui m'entoure, tu vois. En tout cas, merci ma Julie d'avoir partagé ce podcast. Je savais qu'il serait fascinant et j'espère que ça a bien été perçu par vous. Merci à toi, merci pour tout. Merci à toi, Vanessa. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de se retrouver, ça faisait longtemps. En plus, tu m'avais manqué. Alors, en tout cas, si Julie vous a manqué aussi, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Alors, quel est ton compte Instagram, Julie ? Eh bien, toujours le même. Julie est en toutoune. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter et papoter de la mort, mais pas que, de plein de choses, de tout ce que vous voulez. Des anus. Des anus, mon Dieu. Cette réputation, je vais me pencher derrière. Mais c'est foutu, mais tu fais tout en plus pour la renforcer à chaque fois. C'est-à-dire, on ne peut pas oublier. C'est vrai. Tout part quand même de ce fameux podcast où on parle de cette technique de réanimation où on soufflait du tabac dans l'anus quand même. Hein. C'est fou. Hein. C'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est très sérieux et vous n'avez plus qu'à retrouver le podcast maintenant pour comprendre ce running gag qui va durer jusqu'à la fin des temps. Sachez-le. Si vous voulez retrouver l'Instagram du podcast, c'est whoyougonacall-podcast. On essaye de mettre en image tout ce qu'on s'est dit. Donc là, je vais essayer de trouver de belles images pour vous montrer tout ça, des daemons et tout ça. Moi, mon compte Instagram, c'est Vanessa-Paranormal Life, tout en attaché Paranormal Life. Si vous souhaitez nous rejoindre, comme je le disais en début de podcast, sur un des événements, ça s'appelle les Nuits Ghost Hunt. Et du coup, il y a le site internet et l'adresse, c'est nuitghosthunt.com. Donc, n'hésitez pas. Là, on a un Ghost Hunt au château de Vos prochainement, mais il y en a un qui va être annoncé au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à être à l'affût. Et puis, une fois de plus, si vous voulez aller un petit peu plus loin et un petit peu plus longtemps, on propose aussi des voyages avec les voyages extraordinaires. Et là, c'est pareil. Vous pouvez aller sur lesvoyagesextraordinaires.fr avec des petits tirets entre chaque mot. Et bien voilà, moi c'était un vrai plaisir de te retrouver et surtout autour d'un sujet aussi passionnant, aussi intelligent. On a bien abordé le sujet, je trouve, et je pense que on est loin encore de toutes les discussions qu'on risque d'avoir prochains jours, mois et années. Et on vous en reparlera, je pense aussi, certainement dans d'autres podcasts. En tout cas, merci ma Julie et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Bisous.